Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Vous connaissez le principe, vous êtes assis face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. D'abord, c'est quelque chose de très déstabilisant. De se regarder comme ça dans une glace, c'est un peu particulier. J'ai souvent écrit dans mes livres que j'avais beaucoup de mal à me regarder dans une glace parce que j'y vois les traces de la maladie et ce qu'a fait la maladie depuis des années. Et c'est toujours quelque chose de difficile. Ce que j'y vois, moi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans des combats, mais qui a encore, a priori, plein de boulot dans ce domaine-là. Les combats, la maladie ne m'ont pas encore totalement fatigué. Voilà, mais c'est très dur de se regarder dans cette glace. C'est un exercice très particulier pour moi. D'accord. Vous êtes un homme politique français avec de très gros combats avec vous. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours politique et comment est-ce que vous en êtes venu à faire de la politique. D'abord, moi, je me définis plus comme un militant. J'ai toujours été militant. Alors, il faut savoir que je suis issu d'une famille d'origine espagnole qui a fui le franquisme, qui est venue s'installer dans le nord de la France parce que à cette époque-là, pour travailler, malheureusement, il y avait ou les mines ou la sidérurgie. Quand vous fuyez tout, vous n'aviez que ça comme choix. Et donc, je me suis retrouvé dans le bassin minier, où la plupart de mes oncles et mon père, au début, sont devenus mineurs. Et évidemment, j'ai tout de suite été dans un milieu militant, puisque notamment un de mes oncles était un grand militant communiste, qui a d'ailleurs été expulsé de France à l'époque, parce que quand vous étiez étranger, vous n'aviez pas le droit de faire de politique. Et donc, je me suis retrouvé dans un milieu militant dès le départ, et ça m'a sûrement, et je pense que notamment cet oncle-là m'a donné envie de militer. Mais alors paradoxalement, j'ai fait le contraire de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que lui était communiste, et moi et peut-être par opposition à l'époque, et parce que voilà, le communisme il y a quelque chose qui me faisait peur, c'était ce manque de liberté d'expression, tout ce qui pouvait se passer aussi autour de l'homosexualité qui était considérée comme un vice bourgeois. Moi, j'ai fait l'opposé. J'ai eu envie d'être gaulliste, qui était pour moi une espèce de troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Et donc voilà, j'ai commencé à 12-13 ans, je distribuais des tracts déjà. Et puis, je me suis tout de suite intéressé aux questions de société. Mon premier combat, ça a été, puisque c'était malheureusement encore autorisé, c'était le combat contre la peine de mort. Et en fait, mon parcours militant, c'est d'abord, même si je suis élu depuis assez longtemps, c'est d'abord un parcours de militant, et de militant sur les questions de société qui sont pour moi des questions qui sont maltraitées par les politiques, alors que c'est des questions qui sont au cœur de la vie, mais qui sont malheureusement très peu traitées par les responsables politiques. En 2002, vous êtes le premier homme politique à révéler votre séropositivité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette annonce et comment est-ce que vous avez vécu, vous, la maladie ? Pourquoi l'annoncer ? D'abord parce que depuis 1995, j'avais créé une association qui s'appelait Élus locaux contre le sida et que j'étais un militant depuis longtemps. Quand Lynn Renaud avait lancé son mouvement des artistes contre le sida, j'étais proche d'elle et j'avais aidé à la mobilisation autour des premières réunions publiques qu'elle avait pu faire, enfin plutôt faites, où elle avait invité Elizabeth Taylor notamment. Donc je m'étais toujours mobilisé dans la lutte contre le sida. Et pendant des années, je disais que le sida n'était pas une maladie taboue, une maladie honteuse. Et puis dans le même temps, je ne disais pas publiquement que j'étais séropositif. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est devenu assez insupportable. Et je me souviens une fois, j'étais à Pau, je visitais des appartements thérapeutiques avec des personnes touchées par le VIH et qui étaient en plus vraiment pas très en forme. Et l'un d'eux m'a dit « Ah, mais c'est très bien, votre combat, peu de politique parle de la lutte contre le sida, c'est formidable, mais en même temps, vous savez pas de quoi vous parlez, vous imaginez pas ce que ça peut être de vivre avec le VIH. »
Et c'est vrai que ça a été un espèce de déclencheur aussi, en se disant, mais s'ils savaient la réalité des choses, et c'est vrai que je ne le disais pas, parce que d'abord tout le monde me le déconseillait autour de moi, en disant, oh là là, dire une maladie en politique, notamment, il faut surtout pas le faire, parce qu'en politique, il faut toujours être fort, faut montrer que voilà, qu'on est en bonne santé, et dire ça peut être un handicap. Et pendant très longtemps, j'ai un peu cédé à cette peur. Et puis là, voilà, je me rendais compte qu'à un moment, il fallait le dire. Et c'est vrai que je l'ai dit. Je l'ai dit d'abord, je l'ai écrit dans un livre, parce que j'ai pas en plus pas voulu être déformé. Donc avant de faire une interview là-dessus, j'ai écrit un livre qui s'appelait à l'époque Virus de vie, et dans lequel j'ai expliqué ce parcours de séropositif. J'ai expliqué la difficulté à vivre avec ce virus au quotidien, parce que les gens ne le voient pas forcément, ne l'imaginent pas. Ça revient un peu au miroir du départ, hein, aussi de se voir changer énormément, parce que la maladie, les traitements font que votre visage change, votre corps change, ce qui n'est pas toujours évident à accepter, surtout quand vous êtes jeune. Vous aviez quel âge quand vous avez appris Je devais avoir 27 ans. En fait, je revenais d'un voyage en Afrique du Sud où j'avais été très malade. Et comme beaucoup, c'était en 87. Paradoxalement, beaucoup de mes amis autour de moi n'avaient pas encore fait le test, n'osaient pas le faire. Vous savez, à l'époque, apprendre que vous étiez séropositif à ce moment-là, ça sonnait un peu comme un arrêt de mort, puisqu'il n'y avait pas de traitement, ou enfin, si un traitement arrivait qui s'appelait l'AZT. On a vu après qu'il n'était pas efficace et même qu'il avait des effets secondaires absolument terribles. Et donc, voilà. Et donc, moi, je suis allé faire ce test en 87, c'était en septembre, et puis j'ai appris que j'étais séropositif. Et c'est vrai que à cette époque-là, c'est comme un arrêt de mort, quoi. J'imaginais que je ne connaîtrais jamais mes 30 ans. Évidemment, depuis, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis un peu un survivant, mais à cette époque-là, c'était quelque chose de très, très difficile à la fois à apprendre et puis à assumer. En 2002, lorsque vous avez fait cette annonce, comment ont réagi votre entourage, que ce soit politique ou personnel, et les électeurs que vous rencontrez? Alors, personnel, enfin autour de moi, tout le monde était opposé. C'est-à-dire que je suis suivi par le professeur Rosenbaum, qui est un des co-découvreurs du virus. Il m'a dit ne le dis pas, c'est pas une bonne chose à faire. Ma mère, mon compagnon de l'époque, et puis même Sheila, qui était présidente d'honneur d'élus locaux contre le sida, j'avais dîné avec elle quelques jours avant que sorte le livre, et elle me disait mais franchement, si tu devrais pas, etc. Enfin, tout le monde était assez opposé, non pas parce que les gens ne voulaient pas qu'on témoigne, parce qu'on sait forcément que le témoignage est toujours très, très utile, mais enfin, c'était quelque part pour me protéger. Ils n'avaient pas tort dans un premier temps, mais aujourd'hui, j'ai aucun regret. Je dirais qu'ils n'ont pas tort dans un premier temps, parce que c'est vrai que l'annonce n'a pas été facile. Les réactions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer. J'ai eu très très peu de témoignages politiques, hein. Je ne parle pas parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens formidables, mais politiques, ça peut se compter sur les doigts d'une main ceux qui ont à l'époque réagi. Je pense à des gens comme Bertrand Delanoë, Jean-Paul Huchon, Alain Juppé, Dominique Versini. Enfin, dans les responsables politiques, ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Ils étaient tous gênés, et je m'attendais quand même un peu à des gestes. Je me souviens la première fois que je suis allé à la session de la région Île-de-France, c'était quelques jours après, on avait une session, et puis j'avais manque de chance, j'avais une crise d'herpès, donc j'avais sur la lèvre une petite trace d'herpès. Évidemment que quand c'est comme ça, je n'allais pas embrasser les gens pour... c'est quelque chose de naturel, quand vous avez de l'herpès, vous n'embrassez pas les gens, mais on sentait qu'ils avaient tous peur que je vienne les embrasser, tout le monde se reculait un peu, et vous sentiez physiquement ce rejet quelque part. Et puis j'ai eu je me souviens, une conseillère régionale que j'aime bien, enfin que j'aimais bien à l'époque, c'est les plus conseillères régionales, qui est venue me dire mais t'aurais jamais dû dire ça, c'est impudique, etc. Enfin vraiment sur le ton de reproche.
Donc j'ai été assez étonné à ce moment-là de ces réactions. Je me disais, il y aura au moins des trucs sympas. Ce sera peut-être des trucs de compassion. Au moins la compassion, il y a le mot passion dedans, même si des fois ça peut être un peu chiant. Mais non, pas du tout. Par contre, sur le long terme, je n'ai aucun regret et je pense que c'était important à faire parce que ça a sûrement aidé beaucoup de gens. Et moi, ça m'a aidé. Parce que quand vous avez un secret comme ça, que vous faites de la politique, que vous êtes un personnage public, ça peut toujours sortir à un moment ou à un autre quand vous vous y attendez pas, et ça je pense que c'est pire qu'on vous vole votre vérité, qu'on dise des choses à votre place et surtout quand vous êtes un militant. Donc moi j'ai pas regretté parce que quand on a tout dit, on est bien dans sa peau et puis on peut mieux lutter contre ce virus. Je pense que vous savez, beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH ou avec d'autres maladies qu'ils ne peuvent pas dire, et je le comprends parce que je sais que c'est pas facile dans le milieu professionnel, vous passez souvent beaucoup plus de temps à lutter pour cacher cette maladie que vous avez qu'à lutter contre la maladie elle-même. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se finit par mal se passer. Moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de me cacher. Les gens pensent qu'ils veulent, ceux qui veulent pas me parler ou qui estiment que voilà, je ne mérite pas la considération, ils passent sur leur côté et ça ne me pose strictement aucun problème. En tout cas, moi je suis bien dans ma peau et je pense que ça m'a beaucoup aidé de dire ma séropositivité, même si j'aimerais bien qu'il y ait d'autres responsables politiques en France et dans le monde d'ailleurs, parce que personne ne le dit, alors que vous imaginez, il y a près de 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, et il y a forcément plein de responsables politiques, d'élus, d'artistes qui vivent avec ce virus, et la plupart le cachent, alors que je me dis que quelque part un jour, s'il y en a un peu plus qui le disent, ça permettra de faire tomber les tabous qu'il y a encore en 2015 autour de cette maladie. Il y a des gens qui ont été durs avec vous ? Oui, enfin sur ça non, parce que vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de tout ça, mais enfin vous voyez bien que des portes se ferment, que des gens n'ont pas forcément les mêmes relations. Quelque part c'est aussi normal parce que ça fait peur. Vous savez, quand vous parlez de la maladie, ça fait toujours peur, quelle que soit la maladie d'ailleurs. La maladie, elle exclut souvent aussi. Voilà, mais moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire dans votre entourage, les gens que vous aimez, les gens autour de vous. Moi, j'ai pas perdu un seul ami parce que j'ai dit un jour publiquement que j'étais séropositif. Et il y avait même des amis à qui je ne l'avais pas dit parce que voilà, je n'avais pas de raison spécialement de le dire, même si c'était une minorité. Les gens très très proches de moi savaient tous. Voilà, ça ne m'a posé aucun problème avec les gens que j'aime. Et je pense que c'est quand même ça l'essentiel. C'est que ceux que vous aimez ne vous rejettent pas. La mort vous fait peur ? Écoutez, je pense que la mort fait peur à tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils ont totalement apprivoisé la mort, en général mentent, parce que c'est quelque chose d'évidemment très, très, très inconnu et très difficile à supporter. Peut-être plus d'ailleurs pour les gens que vous aimez que pour vous-même. Mais quand vous avez été tellement confronté à cette mort, vous êtes obligé d'y réfléchir. Et je pense que ça peut paraître pour certains un peu malsain, un peu morbide, mais moi j'ai l'habitude de le dire et j'en suis persuadé. Savoir que vous allez mourir, que tout ça va se terminer, je pense que c'est le meilleur moyen de bien vivre sa vie. Quand on sait qu'il y a, et qu'on a intégré ça, c'est sûrement, d'ailleurs vous le voyez, les gens qui ont eu une réflexion autour de ça, ils vivent beaucoup mieux que les autres. Vous savez, dans cette société, on le voit, moi je le vois dans le milieu politique, les gens courent après plus de responsabilités, dans d'autres milieux professionnels, plus d'argent, ils oublient de voir ce qui se passe autour d'eux, de profiter au quotidien de la vie, et puis un jour arrive un accident, un problème de santé grave, et puis ils se disent, et j'ai profité de rien, et là malheureusement, il n'est plus possible de le faire. Et pour ces personnalités justement qui ont pris position, pour certains très virulemment, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une manière justement de s'illustrer sur un thème qui... Je pense que vous avez raison pour beaucoup de responsables politiques qui ont cru surfer sur une espèce de vague homophobe qu'auraient leurs électeurs. Je ne le pense pas pour Christine Boutin. Je pense qu'elle croit malheureusement ce qu'elle dit, et ce qui est inquiétant parfois. Je crois qu'elle, c'est des convictions très fortes qui sont ancrées en elle et qu'elle va au bout de ses convictions. Mais je crois, et c'est là où vous avez raison, qu'en tout cas beaucoup de responsables politiques, on l'a encore vu dans le mariage pour tous,
ont vraiment cru surfer sur une espèce de vague anti-mariage pour tous et pensant que ça leur apporterait des voix que de se montrer encore plus extrémistes que leurs électeurs. Et moi je pense fondamentalement qu'ils ont tort. C'est pas parce qu'il y a eu peut-être 1 million de personnes dans la rue une fois et quelques centaines de milliers d'autres à plusieurs reprises durant ces années que tout le pays est dans ce délire-là. C'est pas parce que des gens crient fort qu'ils ont forcément raison et qu'ils représentent la grande majorité. 2015, une année importante pour vous, tant sur un point de vue politique, puisque vous vous présentez, je crois, au régional en Île-de-France. Oui. Et également pour la sortie de votre livre « Ma mort m'appartient, 100% des Français vont mourir, les politiques le savent-ils » Parlez-nous un peu de... Et votre combat, bien sûr, qui continue. Parlez-nous de cette année et de tous ces projets qui se... C'est vrai que c'est une année, c'est un peu une année à charnière, même si l'année dernière était aussi importante. C'était les élections municipales auxquelles j'ai beaucoup participé. J'ai été très très heureux de voir Anne Hidalgo, qui est une amie, qui était notre témoin de mariage, devenir maire de Paris, être la première femme maire de Paris, succédant à un type extraordinaire, Bertrand Delanoë, qui fut un très très grand maire de Paris. Donc c'était aussi un grand moment. Là, les régionales, bon, je suis conseiller régional depuis un certain temps déjà. La région Île-de-France est pour moi quelque chose d'important. Une région qui a un rôle réel au quotidien, les gens ne le savent pas suffisamment, je pense sur les transports, sur l'enseignement, on joue un rôle très très important. Et donc c'est essentiel pour moi d'être aujourd'hui derrière Claude Barthelone pour mener une nouvelle fois ce combat pour avoir une région plus humaine, une région qui n'oublie personne, qui est, vous savez, la région Île-de-France, on pense souvent à Paris, mais vous avez les zones périurbaines et vous avez les zones rurales avec notamment la Seine-et-Marne, donc une région très diverse. Et je pense que c'est important de se battre pour faire vivre ensemble ces différents aspects de notre région. Et puis bien sûr, le combat pour la fin de vie continue et très important parce qu'il y a un texte qui est en discussion au Parlement qui ne nous satisfait pas, et puis parce qu'on vit au fur et à mesure d'affaires qui sont douloureuses. Ces jours-ci, il y a l'affaire de Jean Mercier, c'est-à-dire ce vieux monsieur de 87 ans qui a aidé sa femme à mourir à la demande de sa femme et qui se retrouve devant les tribunaux. Est-ce que c'est la place d'un homme de 87 ans qui n'a fait que respecter la volonté de son épouse? On a l'affaire Vincent Lambert, où une famille se déchire autour du corps d'un de leurs proches. On va bientôt avoir l'affaire du docteur Bonnemaison, ce médecin qui n'a fait qu'appliquer la loi actuelle et qui se retrouve devant les tribunaux. Donc voilà, c'est une année qui est pour moi évidemment très 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 importante parce que j'espère que ces affaires vont faire entendre enfin aux responsables politiques qu'il faudrait une loi d'ultime liberté. Parce que ce que je défends dans Ma mort m'appartient et dans le combat que je mène à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est pas celui même du combat de l'euthanasie, celui de la liberté. Et de respecter la liberté de chacun. Vous savez, c'est comme un peu quand il y a eu le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent avorter. Ça veut dire qu'elles ont la possibilité d'avorter. Ben, le droit de mourir dans la dignité, c'est ça aussi. C'est donner la possibilité à ceux qui n'en peuvent plus de leur souffrance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trop vu mourir de gens dans des conditions difficiles pour aujourd'hui ne pas vouloir qu'on ait enfin une loi qui permette de vous dire stop. Mais vraiment stop quand vous n'en pouvez plus. Si vous aviez un coup de gueule à passer aujourd'hui, lequel serait-il ? Oh bah je l'ai un peu dit là, c'est ça, c'est le coup de gueule, c'est de voir que les politiques n'entendent pas. Vous savez, le sous-titre de mon livre, c'est 100% des Français vont mourir, les politiques le savent-ils. Moi, je suis étonné que dans un pays où tous les sondages nous disent depuis 20 ans que 9 Français sur 10 souhaitent une loi qui légalise l'euthanasie et qui leur donne le pouvoir de décider. Parce qu'aujourd'hui, c'est les gens qui sont autour du lit qui décident pour vous. Les médecins, la famille, etc. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez. Vivre le plus longtemps possible ou abréger vos souffrances. Et moi, je suis très en colère contre un certain nombre de parlementaires qui ont fait des promesses pendant les campagnes, qui ont dit qu'ils voteraient une loi d'ultime liberté et qui, aujourd'hui, ont peur parce qu'ils croient que ça va faire comme pour le mariage
mariage pour tous, les gens vont descendre dans la rue, alors que c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, là, tout le monde est concerné, les sondages sont d'une autre ampleur, et que ça ne suscitera pas cette passion qu'il y a eu. Et puis je dirais même si ça suscitait cette passion dans la vie, il faut parfois suivre ses convictions. Puis vous savez, quand vous prenez des engagements dans une campagne électorale, il faut les tenir. Et donc j'ai envie de leur dire, maintenant on a une discussion parlementaire qui va sûrement durer jusqu'à la fin de l'automne. Il va y avoir donc la deuxième lecture à l'Assemblée, deuxième lecture au Sénat, et enfin un texte définitif. Je leur dis, reprenez-vous maintenant, tenez vos engagements et entendez enfin les Français qui, sur cette question-là, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, qu'ils habitent dans le nord de la France, dans le sud de la France ou à Paris, sont favorables, et il serait temps d'entendre sur cette question-là les Français. Vous avez rencontré énormément de responsables politiques durant votre carrière. Si on enlève le côté vraiment politique, l'étiquette politique, et qu'on garde simplement le côté personnel, est-ce qu'il y aurait une personne que vous aimeriez voir arriver au pouvoir en 2017 ? Moi, j'ai une personne, vous me compliquez la tâche, parce que si évidemment il n'y en a pas 10 qui m'inspirent des sentiments forts, il y en a quand même plusieurs. Il y en a un auquel je pense forcément tout de suite, c'est Bertrand Delanoë. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai un profond respect. C'est un homme de conviction. Il est parti le jour où il a décidé de partir, ce qui est très rare en politique. Alors aujourd'hui, il est hors de la politique, et je pense que il serait pas forcément très heureux que je dise ça aujourd'hui, mais je pense que si quelqu'un peut encore susciter de l'espoir aujourd'hui, et notamment à gauche, c'est Bertrand Delanoë. C'est un vrai humaniste, c'est un homme de conviction, et il a montré pendant ces 13 années où il a été maire de Paris à quel point il était en plus un homme de consensus, ce qui n'était pas gagné au début. Et on a vu à la fin, et il suffit de voir aujourd'hui, quand même ses adversaires parlent de lui, c'est toujours en des propos extrêmement élogieux. Et puis voilà, peut-être aujourd'hui évidemment, le hasard fait que les deux étaient des amis, mais aujourd'hui c'est Anne Hidalgo qui est là, et elle est maire de Paris, elle n'a a priori pas d'autres ambitions, mais pourquoi pas demain, parce qu'elle fait partie aujourd'hui de ces femmes politiques qui réussissent, des femmes de gauche qui réussissent, et il n'y en a pas tant que ça, malheureusement, dans le paysage politique, et que peut-être demain, elle fera partie de celles et de ceux qui pourraient aspirer à l'Élysée. Vous avez face à vous une photo. J'aimerais que vous me décriviez cette photo et qui vous voyez dessus. Cette photo, c'est un moment évidemment très très important et peut-être très inattendu de ma vie. J'y vois d'abord Christophe, que j'ai épousé un 27 septembre 2013. Anne Hidalgo, qui était notre témoin. Je vois les mains de Michel, qui est le patron du Banana Café, qui était notre autre témoin. Brigitte Lahaye et Philippe Loéac, qui étaient nos deux autres témoins. Et bien sûr, Bertrand Delanoë, qui officiait à ce mariage. Alors évidemment, c'est toujours beaucoup d'émotions de voir on ne se lasse pas de voir ces photos. D'abord, c'est un mariage pour n'importe qui, c'est un jour assez extraordinaire, c'est un jour qui vous marque pour une vie. Et moi particulièrement, vous savez, comment j'aurais pu imaginer en 87, quand j'apprenais que j'étais séropositif, que je serais encore là à ce moment-là, et puis que je puisse me marier, puisque vous imaginez, en 87, ça faisait même pas partie du débat, le mariage pour tous. Donc ce jour-là, c'est pour moi la concrétisation d'une relation amoureuse de 6 ans déjà avec Christophe, que je n'aurais pas forcément pu imaginer avant, et donc un moment très fort, mais aussi un moment d'émotion par rapport au combat que j'ai pu mener. Et tous ces gens qui sont là sont un peu liés aussi à ce combat. Évidemment, Bertrand Delanoë, premier homme politique à avoir fait un coming out, à avoir dit son homosexualité, à avoir montré qu'on peut être maire de Paris et homosexuel et que les gens s'en fichent. Et ça, c'était important. Avec Brigitte Lahaye, on a mené plein de combats ensemble depuis longtemps, avec Michel, qui est un grand ami, et Philippe Loéac, qui
depuis toutes ces années à mener les combats du sida, du droit de mourir avec moi. Voilà, c'est un instantané de ma vie. Et puis à ce moment-là, je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser à tous ces amis qui sont morts du sida. Et je pensais notamment à Hubert, mon premier grand amour, et qui quelque part, s'ils nous voient, doivent se dire, au moins toutes nos morts, tous ces combats, ils ont mené à quelque chose, puisque maintenant, dans notre pays, on peut se marier comme les autres. S'il y avait une personne marquante dans votre vie à qui vous aimeriez dédier toute votre carrière, tous vos combats? C'est évidemment, je dirais d'abord Christophe, parce que je me suis marié avec lui aujourd'hui, donc c'est évidemment à lui que je veux le dédier, mais en même temps, me permettrait de ne pas oublier, on est fait d'un passé aussi, et c'est aussi ça, cette richesse, et quand on s'aime, on accepte le passé de l'autre. C'est évidemment de penser à Hubert, qui a été ma première grande histoire d'amour, et qui fait que j'ai fait beaucoup de choses aussi en pensant à tout ce que lui n'a pas pu vivre, que j'ai essayé de vivre aussi quelque part un peu pour lui. Donc si vous l'acceptez, ce sera ces deux personnes que je dédierai cette vie et ces années. Et vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Ça, il faut leur demander. Mais c'est pas tellement ça. Moi, ce que j'espère, c'est que, Hubert est mort, mais jusqu'à sa mort, on est resté, on n'était déjà plus ensemble, mais on est resté très très attachés. Et voilà. Et donc, j'étais sûr de son amour, et je suis sûr de l'amour de Christophe. Donc, c'est surtout ça qui est important pour moi aujourd'hui. Alors, pour clôturer cette interview, on va faire un long voyage tous les deux. On va remonter quelques années en arrière, où vous étiez Jean-Luc, ce petit garçon. Aujourd'hui, après toutes ces années, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce petit garçon que vous étiez? Je pense que le petit garçon, il avait envie de se battre pour plein de causes. Et très jeune, j'ai toujours été un garçon de combat et qui se mettait en colère contre l'injustice, contre plein de choses. Donc je me dis que quelque part, j'ai peut-être pas fait la carrière politique que j'aurais voulu, parce que je n'ai pas cédé sur un certain nombre de choses. J'ai pas voulu avoir une carrière comme tout le monde. J'ai dit ce que je pensais. En politique, il ne faut pas dire ce que vous pensez. Et je pense que le virus m'a donné cette liberté que je n'aurais peut-être pas eue si je n'avais pas eu ce virus. Mais non, je pense que je voulais mener des combats, et j'ai mené des combats, et j'espère encore en mener, même si j'espère que certains vont aboutir. J'espère qu'on va voir la fin du sida, c'est possible. Aujourd'hui, en 2030, ça peut être possible, si enfin les gouvernements donnent l'argent pour que tout le monde puisse accéder au traitement. Et puis voilà, cette loi qui légalise l'euthanasie, qui permettent aux gens de décider ce qu'ils souhaitent pour eux. Je pense que c'est des combats qui sont encore possibles. Voilà, donc je suis, en tout cas, j'ai mené des combats, et ma vie, quand j'étais gamin, c'est ce que je voulais faire. Donc pour l'instant, j'ai pas de regrets. Peut-être on a toujours des remords de certaines choses, mais en tout cas, j'ai pas de regrets, et c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero, pour votre sincérité. C'est moi. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très bientôt.